Alors, je vous propose de démarrer notre webinaire. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je suis Philippe Alibert, le délégué Valorial pour la région Pays de la Loire. Et au nom du collectif qui organise ce webinaire, je vous souhaite la bienvenue. Alors, avant d'introduire plus en détail notre webinaire, je vais vous passer quelques petites consignes pour le bon déroulé de notre session et puis une petite information, une petite précision. Donc, concernant les consignes, eh bien, écoutez, merci de couper vos micros et caméras. Concernant vos questions, je vous invite à utiliser la fonction chat, la fonction conversation, et nous répondrons à vos questions après les interventions ou au moment de la conclusion. Et puis, une petite information importante, notre webinaire, en fait, est enregistré de manière à ce qu'il soit disponible derrière en replay et donc accessible au plus grand nombre. Alors, il sera disponible sur le site web du Technocampus Alimentation et puis il sera également disponible sur le site de Valorial. Alors, je reviens sur notre événement du jour, notre webinaire. Donc, notre webinaire porte sur les aides financières destinées aux entreprises et en particulier les entreprises alimentaires pour réduire leur consommation d'eau. Ce webinaire est organisé par un collectif, je vous le disais tout à l'heure, donc la région Pays de la Loire, l'IGEPAC et Valorial. Et ce webinaire, en fait, s'inscrit dans une série de 3 webinaires. Donc, c'est le dernier de cette série de 3 webinaires qui a été, donc, ces webinaires ont été finalement organisés sous l'impulsion de la région Pays de la Loire et du Technocampus Alimentation pour répondre aux besoins exprimés par les entreprises de la région. Euh, alors attendez, vous avez peut-être perdu mon slide là. Est-ce que vous voyez toujours mon slide à l'écran? Vous le voyez Oui, toujours? tout à fait. C'est bon. Oui, oui. Parfait, parfait. Voilà, donc je disais, ces webinaires ont été organisés sous l'impulsion de la région Pays de la Loire avec le Technocampus Alimentation et avec le concours de tous ses partenaires. Donc vous voyez les logos à l'écran, hein, sous le logo de la région Pays de la Loire ou à côté du logo de la région Pays de la Loire. Le premier de ces webinaires portait sur la gouvernance de l'eau et les évolutions réglementaires prévues en 2025. Le deuxième portait sur les diagnostics et les méthodes permettant de gérer de manière efficace l'eau et donc de faire des économies. Tous ces webinaires sont disponibles en replay, notamment sur le site du Technocampus Alimentation. Je terminerai mon propos introductif en détaillant un petit peu l'agenda du jour. Donc, suite à ma prise de parole, Olivier Brunner de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne nous parlera de l'état de la ressource dans la région et des enjeux associés à l'eau. Olivier nous parlera également des évolutions prévues sur le système de redevance. Et puis, bien sûr, Olivier nous parlera des dispositifs d'aide financière permettant aux entreprises de réduire leur consommation. Ensuite, Xavier Closiou de la société Lactalis viendra témoigner. Xavier nous présentera les actions réalisées sur le site de Bouvron en Loire-Atlantique pour faire des économies d'eau, actions réalisées avec le concours de l'Agence de l'eau. Et puis viendra le moment de la conclusion qui sera réalisée par Anaïs Adam du Conseil régional des Pays de la Loire. Voilà, j'en ai fini avec mon introduction. Et donc, alors, je tenais, si, avant de finir, remercier Olivier et Xavier pour leur aimable participation et contribution. Je te passe la parole, Olivier. Oui, merci Philippe. Je me présente, hein, Olivier Brunner. Moi, je suis en poste depuis août dernier à la délégation Mer-Océan sur le site de Nantes pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et j'ai en charge tous les dossiers d'aide attachés au monde industriel au sens large. À la fois les sites industriels, mais également le secteur concurrentiel, qui peut être la politique portuaire, les campings, les bailleurs sociaux, sur des travaux notamment attachés à la sobriété ou à la gestion intégrée des eaux pluviales. Mais j'aborderai ce sujet rapidement en fin de présentation. Donc, je vais vous partager mon écran. Normalement, j'ai un support PowerPoint quelque part qu'il faut que je retrouve. Euh, alors, à chaque fois, j'ai des soucis pour retrouver mon intervention, partager.
tac. Non. Où est-ce que je vais retrouver ma présentation? Tac, tac, tac. Rechercher sur mon ordinateur. Tac. Bureau. Valorial. Est-ce que vous l'avez en visu? Pas encore, je pense, Olivier. Partager. Présentation PowerPoint. Veuillez charger. Ça vient. Vous l'avez ou pas? Oui. Ça arrive. Tac. Tac. En mode... Voilà. Normalement, vous devez avoir accès en mode PowerPoint, première page d'introduction. Oui. Parfait. Bon, bah, je vais dérouler la présentation. Donc, vous n'échapperez pas à une présentation un peu générale de l'agence de l'eau, même si c'est probablement connu par un certain nombre d'entre vous. Donc, en fait, les agences de l'eau sont des EPAF, des établissements publics à caractère administratif et financier qui sont nés d'une première loi sur l'eau de 64 et qui a quelques particularités que je vais aborder très rapidement avant de revenir à l'essentiel du sujet de ce matin. Donc, la première particularité, maintenant qui doit être bien connue de tous, hein, c'est effectivement ce découpage hydrographique très particulier. Donc, 6 grands cours d'eau ou fleuves métropolitains et donc l'agence de l'eau Loire-Bretagne, elle couvre des sources de la Loire jusqu'à l'estuaire. Au niveau de Saint-Nazaire, et puis également les côtiers bretons et vendéens. Donc, on a en totalité ou partiellement 8 régions, 36 départements, plus de 13 millions d'habitants. Donc, en superficie, on est l'agence de l'eau territorialement la plus importante, 28% de la surface métropolitaine. Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas des redevances perçues et des aides, mais ça, ce sera un autre sujet. Donc, on a un siège qui est à Orléans, qui réunit à peu près 2/3 de notre effectif. Et puis, pour mailler le territoire et être présent au plus près des acteurs, on a alors 5 délégations, une à l'amont du bassin, basée à Clermont-Ferrand. Oui. On est toujours sur la première page, c'est normal? Ah, non, c'est pas normal. Voilà, je me permets de vous arrêter parce que... Alors, ouais, moi, je l'ai en visu sur la... C'est étonnant. Ouais. Non, vous ne voyez pas Médiapositif passer. je ne sais pas les autres, mais moi, je ne vois que la première page. Oui, c'est pareil. Donc, je ne voulais pas vous laisser continuer votre Non, presse. c'est gentil parce que j'ai une magnifique carte qui est oui, voilà. présentée. Là, voilà, on voit votre carte. Là, vous l'avez, là? Oui, c'est plus en adéquation avec votre propos. Oui, bah on va essayer après avec la troisième diapo, j'espère que ça fonctionnera. Donc oui, vous retrouvez le territoire du bassin Loire-Bretagne et de l'amont du bassin jusqu'à voilà, à l'extrême pointe finistérienne. Et donc je disais, oui, un siège à Orléans et 5 délégations territoriales essentiellement organisées autour des régions aujourd'hui. Alors, on va voir si la deuxième passe. C'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Parfait, bon, on va fonctionner, c'est bon, je retrouve mon déroulé. Première particularité, découpage hydrographique, disais-je. La seconde, c'est qu'on a une gouvernance également qui est originale, puisqu'on parle pour chacune des agences de l'eau d'un comité de bassin, autrement appelé aussi Parlement de l'eau. En fait, on va réunir tous les acteurs autour de cette thématique. Donc, ce qui est étonnant ou intéressant, c'est que l'État est minoritaire, puisque le comité de bassin compte 190 membres, et pour l'État, on a 38 représentants des différents ministères. Et puis, autour de la table, on les réunit 1 à 2 fois par an. On a également les représentants des collectivités territoriales, donc essentiellement les régions, les départements, les agglos de plus de 100 000 habitants, des communes plus rurales également se représenter, ainsi que des représentants de commissions locales de l'eau, des PAGE ou de PTB. Et puis, pour 40 autres % de la composition du comité de bassin, on a tous les professionnels usagers qui travaillent dans le domaine de l'eau ou autour de l'eau, qui sont concernés par ces sujets, donc les associations de protection de la nature, les consommateurs d'eau. Et pour le monde industriel qui nous intéresse, on a également un certain nombre de professionnels qui représentent leurs activités. Et notamment, là, j'ai regardé pour ce matin, on a un représentant ou une représentante des abattoirs, des conserveries, des coopératives agricoles ou de la boulangerie. Et donc, ces acteurs, on les réunit régulièrement autour d'une table pour discuter de la gouvernance et de la politique de l'eau sur le bassin. Une
dernière diapo sur cette gouvernance. En fait, des fois, on confond l'agence de l'eau, le comité de bassin, le conseil d'administration. En fait, chacun a son rôle. Le comité de bassin, donc, que je vous ai présenté à l'instant, il a essentiellement un rôle de planification et de consultation. C'est lui notamment qui va donner un avis conforme sur les redevances, et j'y viendrai dans quelques minutes. Et puis, il a un gros travail aussi politique sur l'élaboration du SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux. Voilà, c'est lui qui définit en fait les grandes orientations sur le bassin hydrographique et donc un comité de bassin par agence de l'eau. Et ce comité de bassin, il se décline dans une entité un peu plus pratico-pratique, qui est le conseil d'administration. Et donc lui est une structure qui est plus facile à réunir, 35 membres, et elle en fait règle les affaires courantes de l'agence de l'eau. Donc c'est elle qui formellement adopte le programme d'intervention de l'agence de l'eau, et ce sera la dernière partie de mon intervention, qui vote les redevances, également le budget de l'agence de l'eau, et qui attribue des aides. Donc en fait, quand des décisions d'aide sont prises, il y en a quelques-unes quand même chaque année, c'est le conseil d'administration qui autorise ou pas les aides. Pour les montants plus modestes, sur des études ou des travaux de quelques dizaines de milliers d'euros, c'est notre directeur général, Loïc Oblet, qui a délégation de son conseil d'administration. Donc aujourd'hui, 3 personnes importantes. Thierry Burlot est notre président du comité de bassin. C'est l'ancien vice-président en charge de l'environnement de la région Bretagne, qui a été aussi président de l'Office français de la biodiversité plus récemment. Chaque conseil d'administration d'agence de l'eau, ça a été voulu par notre président de la République et maintenant piloté, présidé par le préfet coordonnateur de bassin. Et en l'occurrence, c'est la préfète de la région Centre-Val de Loire qui préside notre conseil d'administration, Sophie Brocas. Et Loïc Oblet, le nouveau directeur général, qui est arrivé en poste à l'automne dernier, remplaçant Martin Guton, et qui était par le passé directeur, je crois, adjoint de l'Office français de la biodiversité. Voilà. Alors, troisième particularité, au-delà du découpage hydrographique et puis d'une gouvernance à travers les comités de bassin, la loi de 64, et c'est ce qui fait un petit peu quand même aussi notre force, nous a donné autonomie financière. Donc nous prélevons nous-mêmes par un service qui est basé à Orléans, un service des impôts, en fait, nos redevances. Et donc j'enchaînerai sur une petite présentation puisque c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Et en fait, les redevances perçues sur le bassin sont intégralement reversées sous forme d'aide au projet. Et donc, on intervient aujourd'hui à travers un programme d'intervention pluriannuel qui est le 12e programme, qui a été adopté par notre conseil d'administration et comité de bassin à l'automne 2024 pour un déploiement depuis le 1er janvier 2025 pour 6 ans, jusqu'au 31 décembre 2030. Donc, on a une certaine lisibilité sur les montants financiers qui seront prélevés auprès des différents usagers, domestiques, industriels et agriculteurs, et également une certaine lisibilité sur nos politiques d'aide. Alors, je vais faire une petite aparté sur les redevances, qui est effectivement le sujet d'actualité du moment. Si tout se passe bien, j'aurai même une petite vidéo de 4 minutes pour vous présenter l'essentiel de la réforme, en fait, qui a été voulue suite essentiellement au plan eau de 2023. L'idée essentielle étant de donner un signal prix plus marqué. En France, on a un prix moyen du mètre cube, qui peut varier suivant les territoires, mais qui est de l'ordre de 5 € du mètre cube, qui est un des plus faibles d'ailleurs au niveau du continent européen. Et parfois, il est insuffisant pour déclencher des investissements importants en termes de sobriété ou de réduction des pollutions. Et donc, il y a une volonté politique, gouvernementale, de rééquilibrer les redevances. Aujourd'hui, les redevances sont perçues à 75% à travers la facture d'eau du particulier. Donc, il y a une volonté politique de mieux rééquilibrer le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur en récupérant les contributions des usagers, notamment industriels, agricoles et domestiques. Cette manne supplémentaire de redevances, c'est la partie désagréable de l'agence de l'eau, elle permet aussi d'alimenter un budget et permet notamment de financer les mesures du plan eau et nos modalités qu'on verra tout à l'heure, sont très attractives. Sur la sobriété et les économies d'eau, on a des modalités qui sont extrêmement incitatives. Et puis, accompagner plus vite, plus fort les acteurs économiques face à l'urgence climatique. Je dirais 2 mots de la sécheresse de 2022, qui a été vraiment aussi un déclencheur des sujets attachés à l'accès à l'eau et à l'urgence hydrique. Alors, si tout se passe bien, je vais vous envoyer une petite vidéo de 4 minutes qui résume les redevances. Est-ce que vous l'avez en visu?
Non, pas pour le Pas moment. pour l'instant. Elle ne s'affiche pas? Du tout. Peut-être Non, vous l'avez pas? peut-être repartager l'écran ou c'est ouvert en fait. Terminer ce partage-là pour ouvrir un partage de la vidéo. Généralement, ça Alors, fonctionne. Je l'ai mis là. Est-ce que si je le quitte, décidément, enfin, je me forme à tac, tac, escape. Mais c'est vrai qu'on peut l'avoir en cliquant sur On peut votre l'avoir. présentation. Oui. Voilà, Ah. moi j'ai cliqué dessus et on y accède directement, Oui. Olivier. Hein. Tout à fait, oui. Donc, c'est-à-dire que vous le faites ou Si on le fait tous en même temps, on peut le regarder chacun sur Ah bah notre écoutez, PC si ça facilite. si c'est possible pour vous, c'est la petite vidéo Allez, qui dure 4 minutes Allez, et c'est résume très parti. très bien la on est réforme des parti. redevances. Ouais, je vous remercie de le faire à ma place.
Olivier? Oui, Oui, je pense que voilà, les gens vont pas tarder à revenir, hein. parfait. Euh, oui, c'est une petite vidéo rapide de 4 minutes, mais quel avantage de bien résumer Mm. la réforme des redevances. Et par contre, il n'y a pas de montant, en fait. On ne parle pas de montant, toi, d'augmentation. En fait, tu as, Ouais, des éléments là-dessus, peut-être à partager? oui, alors effectivement, je suis resté plutôt sur un discours général. Il y a deux éléments qui vont être importants pour les industriels. Voilà, j'espère qu'ils vont se reconnecter au fur et à mesure après la On va petite attendre vidéo. peut-être. Ouais, on va attendre un petit Ouais, peu avant que tu répondes. Je pense que c'est un sujet ouais, d'intérêt. oui, oui, oui. Voilà, en espérant qu'effectivement tout le monde puisse Revenir assez vite. revenir assez vite. Bon, la vidéo, l'avantage d'être assez synthétique et rapide. Voilà, en espérant que tout le monde l'ait parcouru. Je laisse encore peut-être une 10-20 secondes. Oui, c'est ça. Ça fait un peu plus de 4, hein. En fait, elle fait 4,30, Ouais, je pense. 4,30, ouais, je suis optimiste. Voilà. Le lien, il était sur la diapo précédente. Oui. Voilà, la réforme des redevances pour les industriels sur YouTube. En fait, il suffit voilà, par Internet, on peut la On récupérer peut l'avoir. facilement. Ouais. Tu cliques dessus et tu y vas directement. Ouais. Je vais peut-être Ouais. poursuivre pour pas. Oui, alors attends, j'envoie un petit message. Merci de nous rejoindre parce que là, ouais. Bon, pour ceux qui se sont reconnectés, on a cette réforme de redevance, en fait, elle a été adoptée par la loi de finances de 2024. Et c'est vrai que côté agence, on a peut-être communiqué un petit peu tard. On avait organisé un webinaire spécifique pour les industriels en septembre 2024. Et voilà, face à la demande d'information, nous en avions organisé un second en janvier 2025. Et les webinaires qui durent les 2 à 3 heures sont accessibles sur notre site internet pour avoir un peu plus de détails. J'ai deux messages à faire passer auprès du monde industriel. Le premier, c'est que cette réforme des redevances, en fait, elle touche surtout les industriels qui prélèvent beaucoup d'eau, parce que dans l'ancien système, on rendait redevables les 6000 premiers mètres cubes d'eau par an qui étaient prélevés au milieu naturel, et la redevance de 2025, et voilà, inscrite par la loi de finances 2024, les redevances 2025, elles font sauter ce fameux seuil des 6000 mètres cubes d'eau, et donc maintenant, chaque mètre cube d'eau, finalement, est rendu redevable. Alors, pour la région Pays de la Loire, avec ma directrice Morgane Priol, on a adressé une centaine de courriers pour tous les industriels de la région Pays de la Loire qui étaient concernés par une augmentation de la redevance dès cette année de plus de 15 000 euros. Donc, ça représente une centaine d'établissements industriels qui, normalement, ont été informés individuellement. Alors, voilà, premier élément de cette réforme, c'est effectivement le seuil des 6 000 mètres cubes d'eau qui est redevable au-delà de ce volume. Et pour des très gros préleveurs, évidemment, vous comprenez bien que la redevance, elle est à due proportion. Et l'autre élément qui va être important, c'est pour les industriels qui sont raccordés au réseau public d'eau potable ou qui rejettent au réseau d'assainissement. La redevance va également beaucoup évoluer parce qu'on va tenir compte de la performance et des rendements des réseaux d'eau potable et des performances des réseaux d'assainissement. Alors, pour pas que ce soit trop douloureux en 2025, on a mis les rendements et les performances à 100% pour lisser finalement cette évolution. Mais dès l'année prochaine, normalement, on aura vocation à intégrer sur la redevance les rendements de réseaux d'eau potable pour ceux qui sont voilà, raccordés au réseau d'eau public, et également les rendements des réseaux d'assainissement collectif et de la station d'épuration collective pour ceux qui rejettent aujourd'hui, qui sont raccordés à l'assainissement collectif. Donc, pour l'instant, c'est transparent pour 2025, mais il y aura forcément des effets pour l'année prochaine. Bien. Alors, voilà, les redevances, en fait, elles sont au service d'une politique d'aide. Et donc, l'activité pour l'Agence de l'eau, c'est le 12e programme d'intervention. Donc, je vais en dire deux mots. Mais avant, je vais juste faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour vous expliquer un petit peu
le niveau d'intervention au 11e programme. Donc, on attaque un 12e programme, mais on a vécu un 11e programme sur 2019-2024. Vous avez ici un graphique qui représente les aides accordées au monde industriel sur l'ensemble du bassin de 2019 à 2024. Et donc, vous avez en marron les aides apportées aux études et aux travaux de lutte contre la pollution. Et vous avez en bleu les volumes financiers, les nombres de dossiers attachés à la réduction des prélèvements d'eau et aux actions d'économie d'eau. Et sur ce graphique, j'ai juste 2-3 commentaires. Un, pour vous dire que sur 6 ans, on a apporté à peu près 1200 à 1300, on a traité 1200 à 1300 dossiers d'aide, ce qui fait, si on admettons qu'on ne travaille pas le samedi dimanche au niveau de l'agence de l'eau, ce qui fait pratiquement un dossier d'aide tous les jours. Voilà. Et 2 éléments sur le graphique. Le premier, vous voyez un pic d'intervention à plus de 20 millions d'euros en 2021. Nous étions, si vous vous souvenez bien, en pleine crise Covid. Et l'État nous avait demandé aux établissements publics de réinjecter de l'argent public au projet. Voilà, conséquence du Covid et du ralentissement économique. Et donc, on avait, pour les industriels, on avait déplafonné, on était sorti de l'encadrement européen qui encadre nos taux d'aide, et on avait apporté des aides un peu exceptionnelles, d'où le montant et le pic de 2021. Première remarque sur le graphique. Et le second, vous voyez, depuis la sécheresse de 2022, qui a été pour certains territoires un petit peu traumatisant. Vous voyez la partie bleue, en fait. Et aujourd'hui, l'Agence de l'eau, depuis maintenant 2023, elle traite plus de dossiers attachés aux études et aux travaux d'économie d'eau que de lutte contre la pollution. Et ça, c'est un constat qu'on fait à travers nos dispositifs d'aide. J'ai fait la même analyse, alors non pas au niveau bassin, mais au niveau de la région Pays de la Loire. Donc, avec mes prédécesseurs, finalement, il y a pratiquement 320 dossiers qui ont été accompagnés sur les 6 ans. Et le bilan, c'est plus de 12,6 millions d'euros d'aide apportés en partie sur la lutte contre la pollution et en partie sur les économies d'eau et le quantitatif, à part égale, sur le 11e programme. Et comme les économies d'eau, on les finance finalement au prorata des réels mètres cubes d'eau économisés, on estime que sur les 6 dernières années, on a économisé, enfin du moins les industriels, ont économisé ou substitué en termes de prélèvement d'eau plus de 3,3 millions de mètres cubes d'eau sur la région Pays de la Loire. Et puis, vous avez la part en nombre de dossiers qui ont été instruits sur les 6 dernières années entre les activités agroalimentaires en vert et les autres types d'activités industrielles qui peuvent être la métallurgie, le traitement de surface, le textile ou autre. Vous l'avez à la fois en nombre de dossiers et également en montant d'aide. Et puis, en typologie, on m'avait demandé aussi à un précédent webinaire de regarder un petit peu ce qu'on finançait. Une grosse majorité d'études sur les 6 dernières années, vous l'avez ici en bleu. En fait, ce sont les dossiers spécifiquement attachés aux dossiers agroalimentaires de la région Pays de la Loire, donc sur le 11e programme. Donc, pratiquement les 2/3 des dossiers plutôt d'études, un peu d'autosurveillance par rapport au rejet, et puis un quart des dossiers portent sur des travaux. Voilà, en espérant évidemment que les études se transforment en travaux. Et quand on regarde sur quelle thématique on est intervenu, essentiellement, le graphique le confirme, des projets d'études et de travaux d'économie d'eau, c'est le dossier en vert, un petit peu de lutte, d'études ou de travaux contre les micropolluants, c'est la vingtaine de dossiers en orange, et puis la lutte contre les pollutions macropolluants, azote, phosphore, matière organique en bleu. Et puis j'ai également pris la répartition, alors par branche d'activité agroalimentaire, vous avez le graphique en bas à gauche, et puis le nombre de dossiers par département. On voit que c'est relativement homogène, voilà, sachant que l'agence de l'eau, voilà, elle déclenche par rapport aussi aux dossiers qui lui sont déposés. Alors, le 12e programme, donc validé par notre comité de bassin et conseil d'administration à l'automne de l'année dernière, regroupe 7 enjeux autour de l'eau, la qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques, la qualité des eaux, évidemment, attachée à la lutte contre les pollutions, la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau, l'alimentation en eau potable, en qualité et en quantité suffisante, le bon état des milieux marins et littoraux. On a des modalités propres à la protection du littoral, la solidarité entre les territoires et l'international,
donc à travers la loi Oudin-Santini, qui permettent d'affecter 1% de nos budgets à la coopération internationale, notamment en Afrique ou en Asie. Et puis la mobilisation des acteurs, on est aussi un gros financeur de tous les acteurs de territoire à travers les commissions locales de l'eau, les SAGE, les contrats de territoire, enfin voilà, qui travaillent sur ces sujets. Alors, au niveau industriel, ce qui est quand même le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on va être essentiellement sur la lutte contre la pollution et sur la sobriété des économies d'eau. Donc, je vais détailler nos modalités. Alors, en volume financier, le 12e programme, c'est sur 6 ans, c'est un peu plus de 2,4 milliards d'euros. Et vous avez ici la répartition par type d'intervention. Pour le monde industriel, on va être essentiellement sur la lutte contre la pollution industrielle. Donc, c'est la partie bleue, là, avec 70 millions d'euros sur les 6 ans. 700. Pardon? 700. Non, là, je suis sur le petit camembert. Ah d'accord, le petit bleu. Ok. Voilà, le petit bleu ici, c'est la part qui va être en fait qui est réservée au monde industriel sur la lutte contre la pollution. Alors, macropolluant et toxique. On est aussi de plus en plus présent aussi sur l'infiltration des eaux pluviales, que ce soit au niveau des collectivités comme possiblement auprès du monde industriel. Et puis, à partir de 2025, les... Oh. Il y a quelqu'un qui a lancé la vidéo. Et puis, une grosse part de nos dossiers vont porter sur l'économie d'eau et la réduction des prélèvements, et je vais y venir. C'est les fameux 271 millions ici en violet d'euros qu'on se partage aussi avec les collectivités locales. Alors, le 12e programme, c'est un discours que l'on a fort au niveau de l'Agence de l'eau en disant qu'on privilégie, et on le verra d'ailleurs à travers nos modalités, on travaille toujours plutôt à privilégier les études et les travaux de réduction à la source plutôt que de raisonner sur du curatif. Voilà. Donc les actions préventives en amont sont mieux accompagnées par l'agence que les solutions entre guillemets un petit bout de tuyau. Alors nos subventions, elles vont suivant les thématiques, le type d'industriel et le projet, de 25% à 70%. On a fait disparaître les modalités d'avance qui existaient par le passé. Et pour l'industrie, en fait, on a deux clés d'entrée. Les dossiers, on les traite soit au titre du règlement de minimis, alors qui est réservé plutôt aux artisans, aux PME, PMI. En fait, c'est un dispositif qui permet d'échapper à l'encadrement européen et qui précise une attestation sur l'honneur de l'industriel qui dit moi, je n'ai pas touché plus de 300 000 euros d'aide publique sur 3 ans et je peux bénéficier de ce régime-là. Sinon, pour les grands groupes, les moyennes et petites entreprises, on est dans le régime encadré. En fait, depuis le traité de Rome de 1957, on ne peut pas apporter des subventions trop importantes à des groupes industriels pour ne pas perturber la concurrence entre les États membres. Et donc, les agences de l'eau notifient régulièrement leur dispositif d'aide auprès de l'Europe à travers ce règlement. Et puis, le 12e programme, c'est aussi des modalités qui ont pu évoluer, et notamment les travaux aujourd'hui inférieurs à 10 000 euros ne sont pas retenus par l'agence de l'eau. Les études inférieures à 5 000 euros de budget ou de devis ne sont pas accompagnées. Et quand tout ça conduit à une subvention inférieure à 3 000 euros, il n'y a pas d'aide apportée, estimant que le dossier est marginal et coûterait trop cher en coût interne finalement pour le gérer. On a deux particularités qui peuvent être intéressantes pour le monde industriel sur le 12e programme. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on a un zonage qu'on appelle aide à finalité régionale, où en fait on peut majorer nos aides de 5 points sur un certain nombre de communes. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai mis à disposition la carte, mais à chaque dossier que j'instruis aujourd'hui, je regarde si l'industriel est sur l'une des communes à aide finalité régionale et qui peut majorer nos aides classiques de 5 points. Et puis, pour les travaux de lutte contre la pollution, c'est vrai aussi pour les collectivités, sur un traitement d'assainissement, de station d'épuration, s'il y a des travaux attachés à la baisse de consommation d'énergie, c'est un petit peu un sujet nouveau pour l'agence de l'eau, on peut également majorer nos aides pour donner un petit coup de pouce au projet. Et la deuxième particularité, c'est qu'on peut aussi signer des accords de groupe ou de sites industriels. Plutôt que d'attendre des dossiers individuels site par site ou sur des économies d'eau ou des travaux, on peut contractualiser sur 3 ans un partenariat entre le groupe industriel et l'agence. Et donc là, actuellement, il y a des réflexions en cours avec un certain nombre de sites sur la rédaction d'un tel document.
Alors parfois, l'agence de l'eau, elle fait des refus, notamment, et ça malheureusement c'est récurrent, quel que soit le maître d'ouvrage, quand une étude ou des travaux sont engagés avant notre autorisation, ben, malheureusement ça coupe de l'aide publique et on ne peut plus intervenir. Et malheureusement, il arrive parfois qu'on prend des décisions d'aide et on se rend compte à posteriori que les travaux, l'étude ont été engagés avant notre autorisation. Évidemment, l'absence d'autorisation réglementaire peut poser souci. Quand un établissement est mis en demeure et que l'échéance est dépassée, on ne peut plus intervenir financièrement. L'Europe nous l'interdit. Le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, souvent, on est sollicité des fois sur des dossiers ponctuels, on préfère les réintégrer au coût des travaux. Les seuils financiers, je l'ai évoqué. Et puis, les travaux qui concourent à une dégradation des milieux aussi ne sont pas éligibles, ainsi qu'un nouveau site qui s'installe ou une nouvelle activité qui se développe. Là, je suis en train de regarder ma montre, il nous reste 6 minutes pour balayer les modalités, donc je vais être un petit peu plus rapide. Bon, sachez qu'on intervient, nos taux d'aide en fait, sont sur 2 leviers. En fait. Tout ce qui est les actions de premier niveau, qui sont par exemple les travaux de réduction à la source des pollutions, vont être mieux aidés, et je reviens sur ce que je disais précédemment, voilà, le préventif est privilégié en termes de taux d'aide que le curatif. Et donc, on le voit pour l'épuration, les pré-traitements et l'épuration industrielle. On le voit aussi également pour les économies d'eau, toutes les actions attachées à la sobriété, où on va changer le process, plutôt que d'avoir des systèmes de recyclage d'eau usée traitée ou d'eau pluviale, vont être mieux accompagnés. Et également, je l'avais évoqué un petit peu aussi, une nouveauté, on intervient aussi sur la désimperméabilisation, la végétalisation, le fait de déconnecter des eaux pluviales au réseau public. Donc voilà, les projets de pleine terre, majoritairement végétalisés, sont mieux aidés que des projets d'infiltration sur des zones dites grises, semi-perméables. Alors, je vais peut-être passer rapidement. J'ai un temps contraint. Je vais passer sur les macropolluants, micropolluants. Bon, c'est dommage, mais voilà, je vais aller à l'essentiel. Hein. La présentation pourra être laissée, mais voilà, on est sur un contexte que vous connaissez à travers la directive cadre sur l'eau d'état des masses d'eau qui sont plutôt dégradés. Je faisais un zoom sur la région Pays de la Loire. Effectivement, on a simplement 12% de nos cours d'eau aujourd'hui en bon état écologique, et donc l'effort à faire est considérable, sachant qu'on ne touche pas qu'à des pollutions macropolluantes. Donc vous avez ici, mais je resterai à disposition des industriels, les taux d'aide attachés à la lutte contre les macropolluants, donc avec des taux d'aide que vous pouvez privilégier quand il s'agit de travailler à la source plutôt que par traitement. On intervient évidemment aussi sur les micropolluants, les toxiques. Là, vous avez une carte de l'état des lieux 2019. On est en train de travailler sur l'état des lieux 2025 en termes d'état chimique. Et donc, c'est aussi un sujet de préoccupation. Et tous les travaux qui vont participer à réduire les rejets polluants de micropolluants vont nous intéresser. Là, actuellement, on est rattrapé notamment par la thématique des PFAS. Mais bon, sachez que l'agence peut intervenir sur les études et les travaux sur ce sujet, d'ailleurs avec des taux d'aide un peu plus importants que la lutte contre les macropolluants. Là, j'avais une carte de mes établissements prioritaires industriels, mais je vais passer. Ces établissements prioritaires industriels, c'est une liste qu'on a travaillée en interne, et les courriers ont été adressés aux sites qui aujourd'hui sont susceptibles de nous poser des problèmes en termes de rejet toxiques ou de macropolluants. Et voilà, on a vocation à les accompagner. Le pluvial, je passe aussi pour aller à l'essentiel. Le sujet de ce matin, c'était la gestion quantitative et les économies d'eau. Donc, je vais faire un petit zoom sur 2-3 diapos pour vous donner des éléments de contexte. On retrouve ici quelques justifications du dérèglement climatique qui ne cesse de s'accentuer. Vous avez ici, en haut à gauche, une courbe des nombres des arrêtés sécheresse prises par les préfets entre 2013 et aujourd'hui, et le nombre de départements concernés. Et donc, on voit s'accentuer ce sujet. En bas à gauche, moi qui travaillais il y a un an ou deux en Bretagne, vous avez la situation de août et septembre 2022 avec une carte qu'on n'avait jamais vue en Bretagne, puisque par le passé, on arrivait à sécuriser d'un département à l'autre l'adduction en eau potable. Et là, été 2022, un vrai traumatisme au niveau breton, avec les 4 départements en crise sécheresse, et avec même des arrêtés préfectoraux demandant à des industriels, notamment agroalimentaires, de réduire leur activité de production. Et donc, cette
été un vrai déclencheur aussi, et une vraie sensibilisation que de travailler sur la sobriété et les économies d'eau. Et puis, vous avez en bas à droite un graphique qui montre l'évolution de la température moyenne avec 9 des 10 années les plus chaudes en France sont à partir de 2010. Donc, on voit l'accentuation du dérèglement climatique. Et donc, par rapport à ça, on a un gros problème d'hydrologie dans nos cours d'eau. Là, je reprends les masses d'eau qui sont à risque de pression hydrologique, donc manque de débit dans les cours d'eau. Et par rapport à ça, la solution pour l'agence de l'eau, alors j'avais une petite présentation sur les prélèvements d'eau, mais on va passer. Avec une répartition spatiale et hétérogène dans l'espace et dans le temps. Et donc, on va passer sur les volumes. Voilà, j'arrive à nos modalités, quand même l'essentiel. Donc, sachez que l'agence de l'eau accompagne donc, tout ce qui est études préalables attachées à la sobriété et aux économies d'eau. Et suivant le régime que j'évoquais tout à l'heure de minimis ou le régime encadré attaché aux groupes et aux moyennes entreprises, on a des taux d'aide différents, mais voilà, on accompagne au fur et à mesure ce type d'études et tout ce qui va être des travaux attachés à la sobriété hydrique, ont des taux de 40 à 70% d'aide, alors que les actions qui vont être attachées au recyclage, je pense notamment à la reuse ou à la réutilisation des eaux, elles sont un petit peu moins bien accompagnées. La restauration des milieux aquatiques, oui, juste un petit mot aussi, on est susceptible, j'ai probablement deux projets sur des sites industriels agroalimentaires, d'ailleurs, de restauration du cours d'eau ou des milieux aquatiques. Donc, on a des modalités aussi qui peuvent s'attacher à cette thématique. Et je suis dans les temps, vous mettant une dernière diapo, donc les interlocuteurs au sein de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui instruisent les dossiers industriels. Pour la région Pays de la Loire, vous avez ma collègue Karine Leu qui est basée au Mans et qui va traiter les dossiers industriels de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Orne, et moi-même sur la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire. Et puis, autre élément d'actualité, et j'en terminerai par là, au-delà du 12e programme, l'Agence de l'eau a déployé un nouvel outil qui est commun d'ailleurs à d'autres agences de l'eau, qui est déjà utilisé par Adour-Garonne, Rameuse, maintenant par Artois-Picardie et Loire-Bretagne, et qui est la clé d'entrée de tous nos dossiers d'aide, qui s'appelle Rivage. Donc un industriel, et certains d'entre vous l'ont déjà fait, doivent créer un compte pérenne dans Rivage. Une fois que le compte est créé, un mot de passe est envoyé par courrier, et après l'industriel peut déposer au fil de l'eau les dossiers d'aide. L'avantage de Rivage, il est double. Le premier, c'est que quand vous déposez votre dossier d'aide, vous avez automatiquement l'autorisation d'engager vos travaux, qui est faite par mail. Donc, on n'a plus de retard, en fait, entre le délai où vous déposez une demande et l'autorisation de démarrage. Elle est automatiquement octroyée à l'industriel. Alors après, évidemment, il faut instruire le dossier pour attendre l'éventuelle aide de l'agence. Et l'autre avantage, c'est que Rivage, au-delà du dépôt pour le maître d'ouvrage industriel, il me permet, moi, d'instruire les dossiers. J'ai commencé à instruire mes premiers dossiers là, depuis quelques semaines, de gérer la décision d'aide au sein de notre conseil d'administration, de générer les documents contractuels avec des signatures électroniques entre les directeurs de site et mon directeur général, et permettra aussi de gérer les versements des pièces pour solde. Et donc, du berceau à la tombe, le Rivage nous permet de gérer tous les dossiers d'aide. J'étais probablement trop rapide sur l'ensemble de présentations, mais voilà, l'essentiel a été dit. Je vais peut-être laisser la parole avec un exemple très concret de M. Clousiou qui travaille au sein du groupe Lactalis pour passer au concret. Oui, je reste Olivier, à votre disposition pour peut-être. Oui, je vous écoute. Oui, Olivier, peut-être avant de laisser la parole à Xavier, est-ce que, il y a une question concernant le partage du support là, que tu viens de nous présenter. Est-ce que tu es d'accord pour le diffuser derrière? Oui. Parfait. Merci. Il n'y a pas d'éléments confidentiels. Donc, bien entendu, il est à ta disposition des industriels. Et si j'étais un peu rapide sur certains sujets, je m'en excuse. N'hésitez pas à me recontacter par mail. Vous aviez mes coordonnées dans le transparent précédent. Donc, je suis à disposition des industriels sur leurs projets, bien entendu. Merci. Je prends la suite. Oui. Oui, donc bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Tout se passe bien? Oui. Oui, c'est bon pour le son. C'est plutôt de partager mon écran, comme ça je vais pouvoir avoir les clics. Voilà, vous me dites si vous voyez mon écran. C'est tout bon. Ok, donc en 2 secondes, moi j'appartiens donc au groupe Lactalis. J'ai une fonction d'expertise environnement au sein d'une direction dédiée, énergie et environnement. Et je vais vous prendre le cas de la Société fromagère de Bouvron, qui a été accompagnée par l'Agence de l'eau sur un projet de sobriété hydrique.
Alors, voilà. Bon, le groupe Lactalis en 3 mots, hein, nous, on est dans l'industrie laitière, on est leader mondial de notre secteur avec grosso modo 90 000 personnes et à peu près 200 maintenant 280 sites à travers le monde. Et je dois dire que la problématique de l'eau ou de la gestion de la ressource se pose partout dans le monde, à de très rares exceptions. L'eau est un bien commun à préserver partout dans le monde. Alors, je vais dérouler très rapidement. En fait, nous, on a mis en place depuis 2020, à la création de mon poste, donc avant la sécheresse, cette fonction d'expertise, notamment pour travailler sur l'eau. Et on a déployé une méthode à l'heure actuelle qu'on appelle, nous, les 7 R. Alors, on a démarré avec 3, comme beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un processus que je vais résumer très rapidement. C'est premièrement se poser la question de refuser de consommer de l'eau. Ça, c'est la meilleure eau, celle qu'on ne consomme pas. C'est la gestion de projet, de se dire, quand je rentre un projet, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement que de consommer de l'eau? Ensuite, la pierre angulaire, c'est le réduire, hein. C'est vraiment toutes les actions de réduction et de sobriété à la source. Je rappellerai que de parler de la réduction d'eau avec notre personnel engendre naturellement des économies d'eau. 2 aspects un peu plus particuliers, mais c'est le remplacer, c'est de se dire localement, et ça c'est pas très vrai, c'est pas trop vrai en France, mais ça peut l'être dans le monde, c'est est-ce que la source que j'utilise est pérenne et est-ce qu'il n'y a pas moyen de retrouver une ressource plus pérenne et plus durable? Donc avec des études d'hydrogéologues, etc. Ça c'est une question aussi à se poser et à se la poser avant de faire des projets de réutilisation d'eau, parce que c'est pas forcément la panacée dans tous les cas. Le respecter pour la réglementation, n'oubliez pas, en tant qu'industriel, on est soumis, et surtout à l'agro, en France comme dans le monde, à des réglementations souvent liées au sanitaire. On a maintenant notre réglementation issue du Code de la santé par les décrets et arrêtés sur la réutilisation d'eau. Et ben, dans bon nombre de cas, il faut quand même se poser la question de savoir si réglementairement j'ai le droit de faire ce que je vais faire sur les recyclages et réutilisations d'eau. Ensuite, ça va être le projet de Bouvron que je vais vous présenter. C'est récupérer de l'eau. Nous, on a la chance d'avoir une matière première qui est le lait. Le lait est riche en eau et lorsqu'on extrait l'eau du lait pour des questions de process, on peut récupérer cette eau et on peut à la fois la récupérer et à la fois la recycler par un deuxième usage, un troisième usage, ça dépend du niveau, de cette eau. Et c'est autour de ça que le projet de Bouvron a été accompagné par l'Agence de l'eau. Et enfin, la dernière, c'est la réutilisation au sens réutilisation d'eau usée traitée. C'est réutiliser de l'eau de nos stations d'épuration pour les remonter pour soit des eaux techniques, type aéro-réfrigérante, tour aéro-réfrigérante, mais ça peut être demain, avec la nouvelle réglementation, soumis à autorisation, réutiliser de l'eau pour faire du process, du food contact, comme on dit en bon français. Le projet de Bouvron, c'est vraiment récupérer et recycler l'eau. Donc, Bouvron, c'est un site en Loire-Atlantique, un de nos sites français, voilà, pour le situer, pas très loin du bord de mer. Bouvron, c'est grosso modo 2 activités. Ce qu'on appelle les PPC, les pâtes pressées cuites, c'est l'emmental, pour être très clair. Et les pâtes pressées non cuites, les PPNC, c'est par exemple de la mimolette ou de l'édame, des produits de ce style. Vous voyez, avec une proportion, grosso modo, de 20% de PPNC contre 80% de PPC. C'est 400 emplois, quand même, 410 emplois. Et c'est une consommation d'eau, ce qui est le cœur de notre sujet, d'environ 450 000 à 420 000 mètres cubes par an, puisque on est plutôt sur une pente de réduction de nos consommations d'eau, ce qui va dans le sens du plan eau gouvernemental. Le projet que l'Agence de l'eau a accompagné, c'était de récupérer des eaux issues de la matière première, donc notre lait, issues des process de concentration à la fois membranaire et à la fois évapoconcentration. J'y reviendrai juste après, pour pouvoir les réutiliser sur des process de nettoyage au sein de l'usine. C'était vraiment l'idée. Alors, je vous ai mis un petit schéma, vous voyez, ça date de 2020, donc bien avant la sécheresse, enfin bien avant, 2 ans avant la sécheresse très connue de 2022. Donc, on était déjà dans cette dynamique de chercher à récupérer et à minimiser notre prélèvement d'eau.
Bah là, en fait, pour les laitiers que nous sommes, nous, on va avoir issu des fabrications de fromage des sérums. Ces sérums vont être concentrés par différents procédés membranaires, comme la nanofiltration. De cette concentration, on a un concentrat qui, lui, va être de nouveau concentré par évapoconcentration, et on a ce qu'on appelle, terme consacré, un perméa, donc l'eau de la concentration. Cette eau, on va l'osmoser pour de nouveau la concentrer encore, et cette dernière eau, on va faire l'objet justement du recyclage. De l'autre côté, de la même façon, on a des perméas qui vont être concentrés par évapoconcentration, et les concentrés vont, eux, être expédiés, et l'eau qui est issue de cette concentration va être récupérée. Le projet, en fait, a consisté, et je montrerai sur une slide juste après, à mettre des tanks de récupération, ce qu'on appelle des C1 et C2. Ce sont des tanks de 80 mètres cubes, et surtout à mettre un polisher. Alors, ne me demandez pas pourquoi le terme polisher. Le polisher, c'est l'osmoseur inverse dans le traitement d'eau. Donc, pour pouvoir avoir une qualité d'eau compatible avec les usages qu'on souhaitait, c'est-à-dire les usages de nettoyage derrière. Ça se concrétise comment? Ça se concrétise par ce dispositif, qui est un osmoseur, hein, pour ceux qui connaissent, tube d'osmose inverse, horizontal, à 2 étages. Donc le projet qui a été financé, c'est ça, c'est-à-dire mettre en place des tanks inox de 80 mètres cubes, nettoyables. C'est très important, je pense, la nettoyabilité dans ces procédés de récupération. Et une fois qu'on a récupéré ces eaux dans ces tanks, donc des différents procédés que je vous ai présentés précédemment, on les polish, c'est-à-dire on les passe dans un osmoseur qui va nous permettre d'enlever bactéries, virus et beaucoup d'éléments. À part l'élément de pollution dissoute, on enlève tout. On récupère cette eau dans 2 tanks qui, eux, étaient existants. Et ces 2 tanks permettent d'aller notamment utiliser comme eau dans tous les procédés de nettoyage des procédés membranaires de l'usine, c'est-à-dire les microfiltrations, les osmoses inverses, nanofiltration, ultrafiltration. Donc cette eau qui vient en partie des procédés membranaires de fabrication de produits va être nettoyée par l'eau récupérée par ce projet pour ces mêmes procédés membranaires et leur nettoyage. En cas de besoin, on peut aussi aller utiliser sur un 3e tank, et là on fera de la désinfection aussi, pour pouvoir différents usages de nettoyage. Ça, c'était le projet tel qu'il a été fait. Le bilan de ce projet, c'est qu'on récupère donc les eaux des matières laitières, hein, ce que nous on appelle dans notre jargon les ECML, les eaux de concentration de matière laitière, que ce soit membranaire ou évapoconcentration. On les réutilise sur des projets de nettoyage, hein, essentiellement membranaires. L'investissement a été quasiment de 500 000 euros à l'époque, en 2020, et il a été aidé à 40% par l'Agence de l'eau, soit 197 000 euros. Le bilan économique derrière, enfin le bilan plutôt hydrique derrière, c'est une économie. Alors j'ai mis 28 000 mètres cubes, c'est le chiffre le plus bas observé, et en fait il est aussi dépendant de l'équilibre entre les fabrications PPC et PPNC, puisque plus vous fabriquez de PPC, plus vous avez de sérum, donc plus vous avez de capacité à récupérer de l'eau. Donc je vous ai mis le chiffre le plus bas observé. Il y a eu des chiffres plus hauts selon les années de fabrication, enfin les pourcentages de fabrication, ce qui représente quand même à elle seule 6,5% du volume global du site. Donc cette action permet de s'inscrire notamment dans l'accompagnement des réductions à la source de nos consommations de 10%, qui est le plan eau, concourt et participe à la réalisation de ce chiffre. Ça n'exclut pas ce que l'Agence de l'eau aussi a accompagné dans le cadre des Pays de Loire, notamment dès l'année 2019, les études d'économie d'eau qui étaient financées à 50% et que moi je conseille à tout le monde puisque ça permet de caractériser, d'identifier nos potentiels gisements d'économie d'eau. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop débordé, Monsieur Brunner, pour ce témoignage. Je vais enlever mon partage d'écran. Voilà. C'est parfait. Merci de votre témoignage. Je reprends vos
propos, effectivement, l'agence de l'eau elle est assez attachée à ce qu'en préalable, on puisse effectivement partir, avant d'engager les travaux, sur des études et des éléments de connaissance. Et rien que déjà de fait, effectivement, de mettre des compteurs, des sous-compteurs, d'étudier la circulation, les consommations d'eau dans les différents process en fait industriels, déjà participe déjà d'une économie d'eau et d'une sensibilisation. Donc c'est un prérequis, voilà, qui est toujours très bien accompagné par l'agence. Et puis après, on hiérarchise les priorités, et puis on regarde comment on peut travailler du plus impactant au moins impactant. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Olivier et Xavier. Alors, je ne sais pas si s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas de positionné dans le chat, dans la conversation. Donc, c'est le moment, si certains d'entre vous ont des questions, de les poser avant de passer la parole à Anaïs pour la conclusion. Bon, je ne vois pas de questions se manifester. Donc, Anaïs, en fait, c'est à toi. Merci, merci Philippe. Juste pour compléter un peu, donc vous avez un tour global des dispositifs d'accompagnement. Moi, donc l'intervention de Monsieur Closio, ça me fait penser au dispositif que la région Pays de la Loire a mis en place, qui s'appelle Emploi Transition. Pour pouvoir inciter à effectivement se concentrer en interne à une démarche de transition écologique. Donc voilà, la région Pays de la Loire peut se positionner pour accompagner des entreprises dans un recrutement sur un poste vraiment dédié à la transition écologique. Et puis moi, je me permets aussi de rappeler que alors je ne sais pas si mon partage Si, fonctionne on encore. le voit. On le On voit, voit? Anaïs, hein. On voit ton Ok. slide, oui. Ok, donc je me permets aussi de dire que l'appel à projet qui avait été lancé fin d'année 2024 sur l'innovation et les pratiques sobres en eau en entreprise agroalimentaire sera de nouveau proposé au second semestre 2025. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif complémentaire à celui de l'Agence de l'eau. On le répète beaucoup. L'Agence de l'eau fait beaucoup de travail sur l'économie d'eau et la région se positionne plutôt sur la partie innovation, encourager les innovations. Donc voilà, ça permet d'avoir un effet levier sur de la recherche de solutions pour les industries agroalimentaires. Donc c'est un dispositif vraiment dédié aux industries agroalimentaires. Et puis, voilà, comme le disait Philippe en propos introductif, les replays donc, des 3 webinaires proposés sur la thématique de l'eau sont disponibles sur le site du Technocampus Alimentation. Et puis, voilà, le Technocampus se tient à votre disposition pour voilà, les besoins des entreprises agroalimentaires, pour voilà, identifier. Donc, c'est tout l'intérêt du collectif qui travaille ensemble sur la thématique de l'eau cette année, mais voilà, sur des thématiques jugées essentielles pour notre territoire. Donc, pas hésiter à faire remonter les besoins des entreprises pour pouvoir voilà, engager un travail collectif derrière pour répondre aux besoins des entreprises de nos territoires. Je ne sais pas si Philippe, tu avais besoin de dire quelque chose de plus, mais s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir libérer les participants. C'est ça. Non, j'ai rien à rajouter. Effectivement, on est là à votre service hein, pour vous apporter des éléments de réponse et vous aider dans la détection et derrière la mise en place de projets permettant de faire des économies. Ouais. Alors, je vois qu'il y a juste une question sur le dispositif d'aide. Donc, je vais juste glisser dans le chat donc le dispositif emploi transition. Et puis, donc, l'appel à projet, il sera proposé au vote du conseil régional, mais la page avec tous les détails du réglementaire de l'appel à projet est toujours disponible en ligne. Donc, je le glisse également dans le chat. Très bien. Parfait. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous également. Au revoir. Au revoir.